n'accuse personne de défendre, mais je trouve que c'est assez dommage. Ils sont dans leur magistère. C'est dommage, même si, oui, la mission de l'Église, c'est de prêcher la paix. Tout à fait. Mais avant de parler de paix, il faut nommer d'abord ceux les belligérants. C'est ça, le sens même de la paix, c'est ça. En RDC, pour moi, il n'y a même pas de guerre entre deux pays, c'est une guerre d'agression. Donc, il y a un pays qui a agressé. Et ce qu'on attendait, je me dis, permettez-moi de sortir un peu de la Cinco, c'est peut-être une clarification. Et je pense que la dernière interview de M. Chollet, qui a beaucoup circulé, montre toute l'ambiguïté qui anime aujourd'hui la Cinco. Bien sûr. C'est vraiment dommage. Mais que le président Tshisekedi le dise. Oui, je voulais seulement souligner une chose, comme Lucien vient de le dire aussi. Je pense que la Cinco, comme l'Église du Christ, ils sont dans une position assez délicate, comme ils veulent que la paix se fasse sans les armes, sans la guerre. Mais vous êtes sûr que c'est l'objectif qu'elle a de la Cinco? Sincèrement, vous êtes sûr que l'objectif de la Cinco, c'est la paix? Pourquoi je voulais le souligner? Là, je parle sérieusement. Vous êtes sûr que l'objectif de la Cinco, aujourd'hui, c'est la paix? Mais je pense on analyse, on va aller plus loin. Est-ce que vous êtes sûr que l'objectif de la Cinco, c'est parce que j'ai l'impression, sincèrement, on ne va pas refaire toujours les mêmes émois de langage. Excusez-moi, je vais y arriver. Mais ils sont les premiers quasiment, je crois, à contester même toute initiative. Depuis, on a eu Washington, dès qu'on a fini, Monseigneur Bongo, dans son homélie, pouf, il attaque. Une autre initiative, ils sortent en même temps les griffes. Que vise concrètement la Cinco? Je parle à l'analyse politique que vous êtes. Que vise cette organisation? Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On poursuit notre décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo, où le chef de l'État, face au corps diplomatique ce samedi, a fixé les contours du prochain dialogue national. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on revient pour commenter. Nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer les responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Mavinga, réaction aux propos du chef de l'État. Oui, j'ai suivi les propositions du chef de l'État concernant le dialogue. Maintenant, ce qui est intéressant, les choses se précisent. On voit de plus en plus la position claire et nette du président de la République. Dialogue, oui, mais il précise des conditions. Les conditions inclusives et autres. Et pour la cohésion nationale, le respect des institutions, ça doit être fait dans le cadre de la Constitution. Et je pense que depuis toujours, nous avons toujours dit que ce dialogue devait être fait dans le contexte de la Constitution. Ça ne peut pas être un dialogue extra-constitutionnel. Il faudrait que ce soit dans le cadre de la Constitution.
et par rapport à l'article 63 qui demande à toutes les forces vives, à tous les Congolais de se mobiliser quand le pays est menacé ou quand une partie du territoire, intégrité territoriale est menacée. Donc tous les Congolais doivent se mettre debout pour défendre la nation. L'article 63 de la Constitution. Et là, il a précisé le cadre. Moi, j'observe d'abord une chose par rapport aux enjeux du dialogue, parce qu'il a parlé du président Lourenço, l'Angola. Quand je vois l'agenda du président Lourenço, si je l'avais bien compris, l'agenda du président Lourenço, c'était le dialogue avec toutes les forces vives de la nation, y compris le FC M23. Si je comprends la proposition du président Lourenço. Donc, c'est pour dire déjà, il y a déjà une divergence de vue avec l'Union africaine, notamment avec le président Lourenço. Il faut préciser que les discussions ont repris aussi à Doha. Hein. Oui. Et donc, si je prends aussi la médiation de Faure Gnassingbé, je pense qu'il y a aussi beaucoup des opposants qui sont dehors, qui tenaient à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Donc, je pense que là, il y a maintenant deux visions du dialogue qui vont s'affronter. Et c'est ça la première chose. Et la deuxième des choses, je vois que le président insiste sur l'aspect de la justice. C'est-à-dire le problème de l'impunité, que les criminels ne peuvent pas se mettre autour d'une table avec les autres. Ce qui appelle déjà, à mon avis, comme un des éléments de l'agenda de ce dialogue, il faudra qu'on parle des aspects de la justice. Et ce qui appelle donc un élément qui devrait être dans ce dialogue-là, le problème d'une justice transitionnelle dans le format dialogue. Il propose que le dialogue soit à Kinshasa. Ça a toujours été aussi notre position en disant que nous avons été ailleurs, à Luanda, Doha, Washington. S'il faut que nous puissions dialoguer, il faut que le dialogue se fasse à Kinshasa. À Kinshasa, oui, pourquoi? Parce que pour reprendre la recommandation de notre héros national, Lumumba, qui disait que demain, il faut que l'histoire, la République démocratique du Congo s'écrive en République démocratique du Congo et non ailleurs. Donc, il y a intérêt que nous puissions nous retrouver autour d'une table à Kinshasa. Mais moi, maintenant, en analysant la position du président de la République, je me suis posé la question de savoir pourquoi on ira encore à Doha. Parce que si nous devons insister sur les acquis comme l'avait dit au niveau international, moi je pense que nous devons faire une marche en arrière. Revenir sur l'application des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des résolutions qui, dès le mois de janvier 2025, des résolutions qui étaient claires, qui avaient donné une feuille de route claire, qui, si elle était appliquée, elle pouvait nous éclairer sur les enjeux même du dialogue. Donc la résolution des Nations Unies qui ont été prises et qui ont condamné clairement le Rwanda, qui avait demandé au Rwanda de retirer ses troupes et de voir comment on pouvait neutraliser le fait de l'air. Donc moi, je me demande si nous ne sommes pas en train de revenir en arrière pour dire nous devons répartir en janvier 2025 avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée, parce que si on ne peut pas se mettre autour d'une table avec le criminel et autres, ça nous interpelle aussi par rapport à Doha. Mais ce sont ces gens-là qui sont à Doha, qui vont à Doha. L'AFC M23. Ils sont cités dans des crimes avec l'appui de l'armée rwandaise. Donc, ça pose des problèmes. Moi, je pense, dans les jours qui vont venir, le dialogue va se préciser. Il faudra maintenant préciser quels seront le thème, l'ordre du jour du dialogue. Et par rapport à ce que vient de présenter le président, et quelle sera aussi les réactions, la médiation de l'Union africaine par rapport à l'ancien agenda où on disait qu'il fallait, et il y a une crise, il faut mettre tout le monde autour d'une table. Et comme on ne peut pas mettre tout le monde autour d'une table, il faut maintenant... Regardez, moi j'ai une question pour vous, on va aller dans le détail. Il dit, nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument républicain, destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. On entend souvent, dans une partie de la classe politique, une idée de transition. Vous la répétez sur ce plateau ici, le président était très clair dessus. Donc c'est pour dire, circuler, il n'y a rien à voir. Dialogue, pas de transition, la République continuera. Sur ce point, comment réagissez-vous?
Oui, moi je pense que dans le dialogue ne consistait pas à mettre en cause l'ordre républicain qui existe. Mais quand on parle de transition, Oui, on renverse un peu tous la table. Non, transition, il y a deux visions de transition. Laquelle pour vous? Bon, vision de transition où nous devons nous dire, il y a un ordre politique de l'AFDEL avec les rébellions, c'est l'ordre politique actuel est issu des rébellions. Et cet ordre politique a été renforcé par l'accord inclusif de 2002. Et il y a eu une constitution qui a été mise en place, et cette constitution contenait des dispositions qu'on disait quelque peu conflictuelles dans le cadre de fonctionnement des institutions. Et au moment où nous arrivons aujourd'hui, les mêmes rébellions reviennent. C'est-à-dire cet ordre politique que nous avons hérité de Sun City fait réellement problème. Mais maintenant, comment nous allons nous en sortir? C'est là la question. Comment nous allons nous en sortir de cet ordre politique? Vous arrivez encore au point où vous allez appeler à changer la Constitution, donc à une transition. Le président est clair sur le principe, il n'y aura pas de transition, 8 dialogues, mais avec les institutions qui fonctionnent actuellement. Donc, Oui. ça remet en cause vos propositions. Est-ce que vous êtes déçu, je dirais, qu'on n'aille pas à ce niveau? Moi, je ne suis pas déçu, mais moi, je pense que lors de ce dialogue, nous devons... On ne remet pas les institutions, c'est-à-dire le gouvernement continue, les institutions continuent, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir sur le parcours que nous avons eu depuis 2006 jusqu'à ces jours. Bon. Avec la constitution actuelle, okay. Ça peut être un objet de l'ordre du jour où nous réfléchissons, mais je pense que l'ordre du jour a été très clair. Oui. Un dialogue destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause. Il y a déjà le but, il y a déjà les limites. Il faut le préparer. Parce que, je reviens dessus. Absolument. Parce que dans le débat politique, on nous parle de transition. Donc aujourd'hui, le président est clair, il n'y a pas de transition prévue. Bon, Lucien. Je pense que finalement... moi, j'appellerais ça, ce dialogue, c'est plutôt un diagnostic, en fait, national que le président Tshisekedi, en fait, met en place intelligemment et structurellement. La tradition de la RDC, c'est une tradition de dialogue permanent pour résoudre les problèmes politiques. Depuis la première guerre 96-97 jusqu'à nos jours, en fait, les contentieux politiques sont jalonnés par des dialogues. Mais ces dialogues, bien entendu, n'aboutissent pas toujours. C'est pour ça qu'on repart vers d'autres dialogues. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que le président Tshisekedi, j'étais le premier à dire qu'il fallait qu'il prenne en charge ses fonctions, il l'a fait. Il fixe le cadre, en fait. Ce cadre légal, c'est-à-dire qu'on ne discute. Alors, il y aura un agenda qui sera fixé, mais on ne discute que des éléments qui ne mettent pas en cause la légitimité de l'État et sa propre légitimité, qu'il doit au peuple, bien entendu, et au suffrage universel. Or, une partie de l'opposition, en effet, veut que l'on mette en cause sa légitimité et que l'on aille vers, en effet, une transition. Je suis désolé de le dire, c'est une forme de coup d'État. Non, mais je le dis tel que je le pense. C'est une forme de coup d'État, et ça, ce n'est pas acceptable. Quelle est la difficulté aujourd'hui de l'opposition ou des oppositions? C'est qu'ils sont surpris de voir l'attitude de Tshilombo changer. À un moment donné, on pensait que le président Tshisekedi ne voulait pas de débat, ne voulait pas de dialogue. Mais là, il les prend à leur propre jeu. Devant le corps diplomatique. Et devant le corps diplomatique. Et il fixe un cadre légal. Quels sont les problèmes? Là, il constate, alors il ne le dit pas, mais on voit très bien dans ce qu'il dit, la crise est multidimensionnelle en RDC. Il n'y a pas simplement la sécurité, mais il y a le politique, il y a aussi le social. On reproche effectivement au président Tshisekedi un certain nombre d'impédimenta, c'est-à-dire mauvaise gouvernance, fragmentation effectivement de la société, incapacité de gouverner. Et il dit voilà, très bien, je vous ai écouté, je vous ai entendu. Nous allons au dialogue. Voilà les conditions du dialogue. Alors, je termine. Armand a mis en évidence les difficultés de ce type de dialogue. Parce que pour aller au dialogue, il faut que tout le monde accepte les conditions du président de la République. Or ça, ce n'est pas gagné d'avance. Alors, pourquoi il le fait, le président Tshisekedi? Parce que, bon,
il tire avantage. C'est ça. Il tire avantage de ce qu'il a obtenu diplomatiquement. Et clairement, il réaffirme qu'il aura la main sur ce dialogue. Ça, je pense que c'est aussi l'un des points. Et donc, c'est un élément intéressant à voir dans les jours à venir. C'est lui qui dit le maître des horloges, comme on dit, maître Ben Luther. Merci, Carole. Je crois que je vais m'aligner sur la position du doyen Lucien. Rappelons d'abord le fait que le président Tshisekedi ne s'est jamais opposé à l'idée d'un dialogue, sauf qu'il avait déjà posé des conditions en disant que je veux dialoguer, mais je veux dialoguer uniquement avec ceux qui sont capables de nommer l'agresseur de cette crise, ce qu'il avait dit. Et donc, récemment, il a fait, je ne vais pas dire une tournée, il a été en Angola, il a été ensuite voir le président Faure Gnassingbé, etc. Et donc, certainement, ils l'ont convaincu de l'idée du dialogue et il lui a posé ses conditions. Et c'est ces conditions qu'il a donc déballées au vu de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit exactement, le président Tshisekedi? Il dit: oui, il y aura un dialogue. Je ne suis pas contre l'idée d'un dialogue. On a une crise. Il nous faut souder l'unité nationale. D'accord? Mais seulement, je veux des républicains dans ce dialogue. C'est-à-dire des gens qui sont capables, de comprendre les vraies raisons, des vraies causes de la crise. Le doyen parlait d'une crise multidimensionnelle, qu'elle soit sécuritaire, sociale, etc. Je ne veux pas discuter avec des gens qui sont, entre guillemets, en intelligence, par exemple, avec la rébellion. Et c'est pour cela qu'il pose une condition essentielle, que ce dialogue doit se faire, doit être organisé par les institutions légitimement établies. Ça a tout son sens. Cette phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le papier de la Cinco est botté en touche. Tout simplement. Le papier de la Cinco est botté en touche. Dorénavant, c'est le gouvernement qui va organiser, déterminer les conditions. C'est un désaveu pour la de la Cinco, à votre avis? Un vrai désaveu. Un vrai désaveu. Parce que, et il faut se le rappeler, que les soutiens de ce dialogue de la Cinco appelaient, on l'a parlé, on l'a dit tout de suite, appelaient à la transition. Et le doyen a bien placé le mot. C'était un coup d'État, c'était une forme de coup d'État. C'est-à-dire que l'objectif véritable n'était pas finalement un dialogue. Et d'ailleurs, et c'est là que ça devient encore plus dangereux. Dangereux dans le sens où même le Rwanda a soutenu la proposition de dialogue de la Cinco. D'où l'expression un dialogue entre Congolais, le président a bien précisé. Voilà, entre Congolais, un dialogue congolais oui. Comme de la plus haute intelligence, selon la propre consacrée. Parce qu'il ne faut pas être stupide. Le Rwanda aujourd'hui ne peut pas soutenir une action en RDC qui va à l'encontre de ses intérêts. Faut pas être, voilà, il faut être lucide. Ouais. Et donc le Rwanda a appuyé la proposition de dialogue de la Cinco. Toute l'opposition, y compris même ceux qui sont taxés, les Kabyles, etc., qui sont de connivence avec la rébellion, ont soutenu ce dialogue. C'est pour ça que le président fixe le cadre. Il fixe le cadre. Il avait dit que je veux un dialogue. Je ne veux pas qu'il y ait un dialogue. Après, on va me parler des mixages, des histoires, etc., etc. On va revenir... Mais sur quoi peut déboucher ce dialogue, finalement? Parce que c'est bien beau, Lucien a évoqué tous les échecs qu'on a connus, mais sur quoi peut déboucher ce dialogue? Ce dialogue va déboucher finalement sur l'unité nationale, puisqu'il va finalement réunir... C'est quoi l'unité nationale? Il va finalement réunir des républicains, ceux qui ont décidé de créer le camp de la patrie comme les Fayoulo. On va écouter Monseigneur Cholet qui s'exprime aussi ce week-end chez nos confrères de Top Congo. bazosopa makila eloko oyo gouvernement ezosala te bato baza koboma kaka M23 te donc soki guerre ezali ngambo na ngambo baza koboma donc ezatake bato oui ngambo na bato baza kokufa na ngambo oyo na kufa ngambo baza ba elili ya Nzambe ata soki baza banyamulele baza ba elili ya Nzambe
Alors, ngambo musupe M23 bazako bon bazape belili nzambe donc zako kopesa mutu raison te yango na to senko atelemaki likambo peine à mort po bomo ya muntu nzambe mutu asimbi yango. Et bon peuple azoboma wazana kati wana. Ah mais justement yango wana te tozako luka. Bazoboma. Mais tozako luka ntina seko tangi na mikanda episcopo zako senga dialogue. Raison ya liboso, motif ya liboso nini. Mais batu basako kufa mingi. Banani bazoboma. Hein? Mais natango ya guerre bazako bomana. Na guerre bazako bomana. Wana zolo baba militaire, ngana zolo bela ba civil bazako kufa. Ba civil mais bazali victime justement. Mais bozo condamné te que pendant ba affrontement. Ya mwana zako non condamnation makasi zana isika wana. Bozo condamné FARDC ou bien M23. Zako condamné solution guerre comme solution. Alors pour guerre ezala, ça signifie que les deux parties sont en guerre. Alors, je vous ai dit que Senko encouragea qui gouvernement a une armée à Makasi, a pendant octobre batu ya libanda basaka na bisute bongo na bongo. Mais si Koyo, Senko a condamné, il faut vraiment qu'il y ait un détail pour oui. Maître Ben Luther, en substance, on peut retenir, selon les propos du prélat congolais, qu'il n'y a pas que le M23 qui tue dans la partie est du pays. Les gens sont tués de part et d'autre dans les deux camps. Merci Carlyle. D'abord, soulignant le fait que j'avais, lors de la précédente émission, appelé à la dissolution de la Senko et immédiatement à l'interpellation ou sinon à l'arrestation des responsables de la Senko. Mon doyen ici avait dit non, il ne fallait pas diffuser cela. Je crois qu'aujourd'hui, il va nous répondre sur ses propos. Quand on voit ce que dit, c'est le porte-parole de la Senko, Monseigneur Cholet, on comprend tout de suite qu'il y a une espèce d'hypocrisie déjà dans son langage. Vous voyez qu'il cherche des mots. Il cherche des mots. Le président de la République, je vais revenir, le président de la République a dit qu'il y aura un dialogue, mais pas avec ceux qui ont pris des armes pour tuer des populations. Okay? Donc à ce moment-là, le président, il désigne des auteurs directs de la commission de ces actions à l'Est, etc., M23, l'AFC, etc. Mais j'ajouterais qu'il y a aussi des auteurs indirects de ces crimes, au rang desquels on pourrait citer, par exemple, la Senko, ou encore les Kabila, etc., qui sont en intelligence. Parce que là, on a besoin de faire de longs détours pour comprendre tout simplement que la Senko est en intelligence avec le M23, avec l'AFC. Écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'on lui pose une question très simple. Qui tue à l'Est? Il dit, mais non, il n'y a pas que le M23 qui tue. Il défend le M23 très clairement. Il n'y a pas que le M23 qui tue, il y a aussi les FARDC qui tuent. Ok, très bien. Mais les FARDC, s'ils tuent, c'est dans le cadre de la légalité. L'article 63 de votre Constitution, c'est l'armée légitime qui va pour défendre l'intégrité de son territoire. Face à une rébellion qui tue des populations civiles, l'armée aurait fait quoi? C'est ce qu'il aurait dû d'abord condamner. Que l'armée est totalement dans son rôle. Donc il légitime les tueries opérées par des rebelles. Et il met les rebelles au même pied d'égalité que l'armée qui est et donc, pour vous mettre, la Senko est aujourd'hui complice du Rwanda? La Senko est très clairement complice du Rwanda. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Je vous ai dit, ils ont dit eux-mêmes. Ils ont fait une déclaration comme quoi ils bénéficiaient d'un appui, d'un soutien multiforme du Rwanda. Posons-nous tout simplement la question, les Congolais qui nous suivent, est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, le Rwanda peut soutenir une initiative qui va à l'encontre de ses intérêts? D'autant plus que, et surtout que cette initiative vient de la RDC. Non. Mais la Senko aura sa place. La Senko aura sa place dans le dialogue aussi, on est d'accord. En tant qu'organisation de la société civile, ça va être drôle quand même de voir ça. Ah oui. Il peut avoir sa place, mais immédiatement, je veux qu'avant le dialogue, que la Senko soit vraiment dissoute. Cette organisation. Armand va répondre, parce que je vois qu'il est bouillant. Non, j'ai suivi avec une attention particulière l'intervention de l'abbé Cholet, mais il faut que les choses soient claires. Il y a un groupe rebelle qui a agressé la République démocratique du Congo. Et quand il y a agression, comme on vient de le rappeler, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, appelé 63, il faut répliquer. Il faut que l'armée réplique. Et on ne peut pas répliquer
et sans, même quand il y a des interventions chirurgicales, il y a toujours des civils qui meurent. Mais c'est-à-dire l'intention, ce n'est pas d'assassiner les civils. Les autres, ils ont venu, ils ont attaqué. C'est-à-dire sur le plan de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale de l'AFC M23 ne peut pas être la même chose que la responsabilité de ce qu'on appelle des effets non prévus, la guerre de riposte qui fait qu'il y ait des morts. Moi, je pense que... C'est une faute de mettre sur le même pied d'égalité les FARDC et le M23. Moi, je ne mets pas tout le monde sur le même pied d'égalité. Très bien. Moi, je dis ceci. Il y a d'abord, sur le plan pénal, il y a d'abord l'action de l'AFC et M23 qui est à la base du drame que nous vivons à l'est du pays. Non, monseigneur, c'est et en plus, je vais très loin. Oui. Dans le massacre que nous connaissons à l'est du pays, il faut le dire aussi. On nous vend des ADF Nalo. Chaque jour, on nous dit qu'on massacre, les groupes terroristes massacrent des populations. Je ne pense pas que le FARDC, dans leur posture de défendre le territoire national, ils ont intérêt à massacrer la population. Bien. Donc on doit massacrer la population. Tout ce que je voudrais seulement dire, qu'il faut que la Senko dans sa position, parce qu'ils sont pour, comme ils disent, ils sont contre la solution par des armes. Ils veulent une solution par le dialogue entre les partis, mais il faut toujours faire attention parce que toutes les parties n'ont pas le même feuille de route. Toutes les parties n'ont pas... Sauf qu'il veut... Mais sur la proposition de dissolution et d'interpellation... Ils ont une partie... C'est un peu extrémiste. Non, c'est un peu assez extrémiste parce qu'il faut tenir... Non, il faut tenir compte la Senko. Vous avez vous-même dit que la Senko a toujours été... C'est pas aujourd'hui la Senko... Pas la Senko actuelle. Parce que là, ils ont changé de position. Non, la Senko en tant qu'institution a même de la sécurité nationale, mon doyen. La question de la sécurité nationale, c'est pas une question qu'on doit prendre en fait comme ça. À la légère, je le sais, je le sais. Satisfaire les intérêts. Mais c'est que je suis en train de dire qu'il faut faire. Nous devons toujours faire très attention à nos positions. C'est une question de sécurité nationale. Et à partir du moment où eux, ils devraient faire leur affaire de religion. On n'aurait pas parlé. La religion, c'est quoi? C'est la neutralité. Ils devaient être neutres. Avoir une position neutre, à ce moment-là, on leur aurait accordé toute la légitimité comme ils ont fait autrefois. Mais aujourd'hui, on voit qu'ils ont un avis tranché, un avis politique tranché. Et c'est très clair. Vous avez vu les déclarations. Je pense que tout Congolais qui comprend un peu l'Ingala doit savoir que finalement, là, la Senko, finalement... Lucien. Alors, maître, moi, je vous entends, j'entends Armand, je vous entends vous. Vous avez parfaitement, effectivement, raison tous les deux, mais il faut trouver des convergences. D'abord, la première chose, c'est la suivante, en fait. Maître, on ne peut pas... Alors, le juriste que vous êtes, vous savez très bien que le droit, bien entendu, repose sur des règles, on est d'accord. Vous pouvez dissoudre n'importe quelle organisation, mais vous n'arriverez jamais à faire disparaître dans la tête de ces gens-là ce qu'ils sont et fondamentalement ce qu'ils sont. Vous pouvez dire, on dissout la Senko, très bien. On leur prive néanmoins de cette parole tout à fait, mais ils influenceront toujours, quelque part... À ce moment, ils deviennent des criminels, ouvertement affichés. Attendez, premièrement. Deuxièmement, pourquoi je dis cela? Parce que, comme a dit Armand tout à l'heure, la Senko est dans... Alors, on peut discuter, est dans une approche pastorale, effectivement, de la résolution du conflit. Vous allez me dire qu'on ne mange pas, effectivement, ce type de comportement, ce type de raisonnement, mais pourtant, quand vous les écoutez, c'est la même chose, hein, c'est ce qu'ils disent. Et ensuite, qu'allons-nous faire si... les gens ne participent pas à la négociation, au dialogue. Si vous mettez à l'écart, c'est ça la difficulté en fait, hein, si vous mettez à l'écart un certain nombre de gens, de rebelles, mais vous n'avez pas résolu le problème. La contestation va continuer, mais sous d'autres formes. Donc j'ai bien l'impression que c'est un dialogue politiquement qui est vendu, mais qui intrinsèquement est mort-né. Et d'où la difficulté. Alors, comment faire ? Donc, il revient. Alors, M. Tshisekedi a parfaitement compris la chose, qu'il fallait neutraliser, effectivement, les rebelles. Mais ils sont congolais, pour certains. M23. Je vais réagir. D'accord, ils sont congolais. Alors, oui, allez-y, Lucien. Allez-y. Donc, ils sont congolais. Mais comme ils sont congolais, il faut donc trouver, et là, je pense que
faire appel à la réflexion de la plus haute intelligence, trouver les moyens, en effet, pour qu'ils participent sans participer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous comprends totalement. Quand on fait le tour des réseaux sociaux, de certains médias aussi, de vos confrères, la 5 aujourd'hui, je pense, a perdu en capital sympathique. Et peut-être il faut se poser la question de savoir si ce n'est pas le fait qu'ils n'arrivent pas à nommer les choses. Parce que dans ce pays, j'ai l'impression qu'on ne sait pas nommer ce qui se passe à l'Est. Soit on le fait exprès. Oui, alors, mais pourquoi c'est pour les pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Tout simplement. Le maître dit, sur le plan juridique, c'est la complicité, etc. Donc, c'est clair, c'est clairement identifié. Mais sauf que la Cinco, alors, de façon très hypocrite... Avant même la Cinco, oui, reste... en tant qu'homme de Dieu, je dirais... Voilà, je ne défends pas, la Cinco. Non, je ne vous accuse pas, je n'accuse personne de défendre, mais je trouve que c'est assez dommage. Ils sont dans leur magistère. C'est dommage, même si, oui, la mission de l'Église, c'est de prêcher la paix. Tout à fait. Mais avant de parler de paix, il faut nommer d'abord ceux les belligérants. C'est ça, le sens même de la paix, c'est ça. En RDC, pour moi, il n'y a même pas de guerre entre deux pays, c'est une guerre d'agression. Donc il y a un pays qui a agressé. Et ce qu'on attendait, je me dis, permettez-moi de sortir un peu de la Cinco, c'est peut-être une certaine clarification. Et je pense que la dernière interview de M. Cholet, qui a beaucoup circulé, montre toute l'ambiguïté qui anime aujourd'hui la Cinco. Bien sûr. C'est vraiment dommage. Mais que le président Tshisekedi le dise. Oui, je voulais seulement souligner une chose, comme Lucien vient de le dire aussi. Je pense que la Cinco, comme l'Église du Christ, ils sont dans une position assez délicate, comme ils veulent que la paix se fasse sans les armes, sans la guerre. Mais je voulais seulement... Vous êtes sûr que c'est le motif qui est là de la Cinco? Sincèrement, vous êtes sûr que le titre de la Cinco, c'est la paix? Pourquoi je voulais souligner? Là, je parle sérieusement, vous êtes sûr que le titre de la Cinco, aujourd'hui, c'est la paix? Mais je pense on analyse, on va aller plus loin. Est-ce que vous êtes sûr que le titre de la Cinco, c'est parce que j'ai l'impression, sincèrement, on ne va pas refaire toujours les mêmes émois de langage, excusez-moi, je vais y arriver. Mais ils sont les premiers quasiment, je crois, à contester même toute initiative. Depuis, on a eu Washington, dès qu'on a fini, Monseigneur Bongo, dans son homélie, pouf, il attaque. Une autre initiative, ils sortent en même temps les griffes. Que vise concrètement la Cinco? Je parle à l'analyse politique que vous êtes. Que vise cette organisation? Je pense que, en ce qui me semble, la Cinco est tentée de défendre sa feuille de route de pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Ça, c'est une chose. Et d'autre part aussi, je voudrais seulement souligner que l'ambiguïté, la difficulté, la position de la Cinco LSCC, en soulignant que la Cinco, en son temps, pas aujourd'hui, en 2018, et la Cinco avait vraiment de manière tranchante, l'Église catholique avait dénoncé l'agression rwandaise, avait dénoncé le projet de balkanisation. C'est-à-dire, dans le temps, ils ont dû élever leur voix. Mais sauf que pour la Cinco, l'Église, quand ils ont élevé leur voix, ce ne sont pas comme le langage politique où ils doivent toujours rappeler leur condamnation et autres. Mais maintenant, c'est la diplomatie de l'excuse. Non, je n'excuse pas. Mais si aujourd'hui, c'est une position ambiguë, moi, ça ne m'engage qu'à, ça n'engage que leur responsabilité. Mais je voudrais seulement... On en parle, c'est aussi les aider. C'est parce qu'aujourd'hui, derrière, c'est le risque aujourd'hui, c'est l'image de l'Église qui est dégradée. Vous vous rendez compte qu'on parle aujourd'hui de prélats. Vous vous rendez compte qu'un avocat appelle à la dissolution de la conférence épiscopale? Pour vous donner même un exemple, quand l'AFDEL a attaqué, quand il y a eu le mouvement de l'AFDEL, le premier a dénoncé que le mouvement d'AFDEL... Mais on doit être très nostalgique. Aujourd'hui, concrètement, excusez-moi, faites pas d'actualité aujourd'hui. Vous êtes beaucoup nostalgique. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa boussole. Et c'est ce qu'il faut dire aux Congolais qui nous regardent. Franchement, pourquoi on a peur aujourd'hui de parler? Je comprends pas. L'Église doit se ressaisir, être dans sa position directe. C'est pour eux qu'on fait ça. C'est pas pour nous, c'est pour la paix. Oui. Très rapidement pour réagir, je crois, j'ai vu une information circuler, je ne confirme pas encore, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, que venant directement du Vatican, concernant la crise en RDC, appelant l'Église à la neutralité. Voilà, appelant l'Église à la neutralité dans leur démarche. Bon,
J'ai dit, mais je ne sais pas si l'information officielle. On va vérifier. En tout cas, on vérifiera ça. Alors, sans vous interrompre, maître, oui. Il faudrait que le président Tshisekedi utilise cet argument-là pour le mettre sur la place publique. C'est un politique. Oui, il ne se mêle pas dans les parce affaires que de la s'il le fait, on sera les premiers sinon à l'attaquer aussi. Hein, c'est un politique qui ne va pas se mêler dans les affaires je le précise encore une fois de plus, sans animosité contre les évêques, mais c'est pour l'image de l'Église qu'on parle comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, regardez la dernière sortie de Monseigneur Cholet, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'il dit aujourd'hui. Et ça, c'est compliqué. Donc, j'ai appelé à la dissolution de la SENCO parce que c'est une organisation créée selon le droit, sur la base du droit congolais. Donc, on peut bien entendu dissoudre si cette organisation distille des choses qui sont de nature à mettre à mal la sécurité nationale. Donc, l'État est tout à fait dans son droit de pouvoir dissoudre. Cela n'enlève en rien le caractère religieux attaché à leur fonction. Deuxième chose, mon doyen, vous avez dit que on veut organiser un dialogue, on exclut ceux qui ont pris des armes, les rebelles, etc. Est-ce que pour autant on va résoudre le problème? Mais sauf que, oui, c'est vrai, on peut les faire asseoir à la table, mais est-ce que c'est pour autant qu'on règle aussi la question des victimes? Parce que le président était clair. Oui. Parce qu'on parle de tout. On pense que politique, mais on oublie souvent la réparation, la question des victimes. Le président a été clair qu'il y aura dialogue, pas avec ceux qui ont pris des armes. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une justice pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu leur vie. Donc je ne pense pas, parce que le dialogue aura pour effet de faire quoi? D'amnistier tout simplement. Parce que c'est la paix. Pas forcément de mettre tout sur la table. Pas forcément, de mettre sur la table et de poser la question centrale généralement. La justice doit être au cœur du dialogue. Ce qu'on a vu souvent en Afrique avec les justices transitionnelles ou avec la création des commissions vérité, réconciliation, etc. Comme le nom indique, comité vérité, réconciliation, ça veut dire quoi? Les rebelles vont demander pardon. En contrepartie, l'État va quasiment effacer les crimes en prenant ce qu'on appelle une loi d'amnistie, c'est une loi pénale plus douce, ce qui va et là, on va éluder carrément, on va dire un peu la question des victimes. Bon, vous parlez du fait que, est-ce que, c'était mon doyen qui disait que la position de la SENCO, en fait, vise vraiment à chercher la paix, etc. Quand il y a quelques mois, l'année dernière, Monseigneur, je ne sais plus... Mouteba, Fulgence? Non, l'autre qui avait contesté l'accord de Washington. Mais c'est lui, Fulgence Mouteba. C'est pas Bongo. Celui, c'est Kadila Bongo, dans Jeune Afrique avait contesté aussi. Jeune Afrique, oui. Qui dit, je ne sais pas si c'était lui ou Mouteba, qui dit... On lui pose la question. Récemment, c'était Mouteba. On lui pose la question, pas récemment, on lui pose la question, mais que pensez-vous des victimes? Il dit, il n'y a pas de victimes. Nous recherchons la paix, il n'y a pas de victimes. Déjà ça, vous allez me dire que ces gens-là cherchent la paix. La paix, ce n'est pas que entre les belligérants, mais aussi, il faut que la situation des victimes soit réglée. Absolument. Vous avez parlé de l'accord de Washington qui a été critiqué, etc., alors que c'était un accord de paix qu'ils vont encore critiquer. Donc je ne comprends pas. Et quand bien même que lorsque les déclarations de principe de Washington avaient eu lieu, ils étaient les premiers à monter au créneau que ces déclarations reprennent nos idées, etc. Tout ça là. Donc on s'en félicite. Maintenant que l'accord est signé, ils viennent encore pour contester. Mais jouent à quel jeu en fait? Et c'est typiquement le même jeu que le Rwanda joue. Oui, on veut la paix. On signe. Après, on ne respecte pas. On critique maintenant. C'est la même chose. Alors, donc, moi, je ne comprends plus rien. Alors, non, justement, Maître soulève un certain nombre de questions, une série de questions absolument importantes. L'importance de ces questions tiennent d'abord à ce que j'appellerais la réflexion du président de la République et de son cabinet sur la manière de conduire effectivement ce dialogue. Est-ce que le président, un peu comme ça, cerné par les événements, n'a pas balancé effectivement cette idée de dialogue sans y avoir réfléchi auparavant? Le dialogue devrait avoir lieu. Conditionnel. Et ça date pas d'aujourd'hui. Oui, ce dialogue devrait avoir lieu. Du congrès de l'Union sacrée, il avait dit. Vous voyez bien que là, je mets quoi en place? Vous avez raison. Les impédimenta, en fait, les charges lourdes qui peuvent faire capoter le dialogue et permettre au président de Tshisekedi en disant voilà, nous sommes dans une impasse et donc c'est pas possible.
bien sûr, c'est juste. Je suis d'accord. Non, je voulais seulement souligner l'intention de Maître. Quand nous, dans notre vision de la justice transitionnelle, ce n'est pas pour en arriver à l'impunité. Je pense que justice transitionnelle, c'est-à-dire faire un cadre pour que tous les crimes, les gens répondent de tous les crimes humains, financiers, économiques et autres. Donc, l'objectif est souvent la réconciliation. Mais non, c'est ça ce que je vous dis. Mais ici, quand nous préconisons, il faut qu'il y ait une véritable justice avec réparation. Justice transitionnelle. Il y a des instances judiciaires du pays. Bien. Soit on crée un tribunal ad hoc mais c'est ce que je voulais maintenant souligner avant que je ne passe à l'autre. International. Comme dans le format du dialogue actuel que propose le président de la République, il y aura maintenant deux responsabilités. C'est-à-dire, ce dialogue peut se tenir, mais il faudrait que de l'autre part, que le gouvernement puisse construire vite toutes les stratégies de guerre pour vaincre les rébellions et autres, pour qu'on puisse pacifier le pays et pour que nous en arrivions à la paix. Ce sera maintenant un élément important. Et là, moi, je me pose même la question s'il faut continuer avec Doha. Parce qu'avec ce dialogue-là... je vais vous répondre là sur Doha a tout son sens. Doha règle quelle question? Doha ne règle pas la question du dialogue national. Je ne parle pas du dialogue. Doha règle la question des groupes, des groupes armés. Des groupes armés. Il n'y a pas que le M23 ou l'AFC, il y en a d'autres. Doha règle cette question. Mais les principaux qui sont sur la base, c'est l'AFC et le M23, pas les autres. Les autres ne sont pas invités à Doha. Oui, mais bien entendu. Mais la vision du président, ce n'est pas que de se limiter à ça, c'est de pacifier tout l'Est de la RDC. L'idée, c'est ça. Donc Doha, quand même, a toujours son sens. C'est pour nous amener à quoi, Doha? Aujourd'hui, dans le contexte actuel. Non, mais je pose la question dans le contexte actuel. La question, vous n'oubliez pas que Doha, c'est la suite de Nairobi. C'est-à-dire, on dépose les armes, on démobilise, etc., pour pacifier. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est incapable aujourd'hui de nous dire qu'on pourra arrêter tous les rebelles et les foutre en prison. Parce que tous les principes qui ont été pris, donc, déjà, rien les principes ne sont pas appliqués. Le dialogue au plan national, ce dialogue-là, va en quelque sorte toucher toutes les questions. Le doyen dit la crise au plan interne, elle est multidimensionnelle. Mais sauf qu'à Doha, la crise, elle est sécurité. On traite sur des questions de sécurité. Donc Doha a quand même tout son sens jusqu'ici de pouvoir on va avancer sur le second sujet, messieurs. Il nous reste beaucoup de temps. Le chef d'État congolais souhaite présenter une candidature concurrente face à celle de l'ancienne ministre rwandaise qui brigue actuellement un troisième mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Yama Mavinga, est-ce que la RDC a toutes les chances, a les moyens pour renverser la donne, pour faire partie, Madame Louise Mouchikouyabo? D'abord, dans un premier temps, sur le plan du principe, oui, la RDC a l'attitude de poser sa candidature, de présenter son candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation nationale de la francophonie. Moi, je pense que sur le plan de la diplomatie actuelle agissante, il faut oser, qui ose gagne. Mais il y a des prérequis parce que nous avons une certaine expérience au niveau international. Comment se passent ces choix? J'ai participé dans beaucoup des enjeux des élections au niveau des organisations internationales et je sais comment ça se passe. Et pour nous, comme quand nous revenons au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, vous savez, quand vous voulez poser, bon, je sais que ce sera au mois de novembre, ce sera au Cambodge, lors du sommet qui aura lieu au Cambodge, que ce dossier sera sur la table. Quand vous décidez de poser votre candidature, il faut mettre toute une machine diplomatique, comme nous le disons, véritable rouleau compresseur en marche. Ce n'est pas une messe en fer, c'est vraiment, il faut mettre un rouleau compresseur diplomatique en marche. Et aussi, savoir choisir. Parce que souvent, à ces postes-là, il y a deux éléments. La personnalité que vous allez présenter, son prestige, et le prestige de la nation. Ça aussi, ça joue. Il y a deux éléments. Le principe, comment la nation est en train de jouer son jeu au niveau diplomatique. Là, on voit que la RDC est déterminée, les autorités sont déterminées que la RDC devienne, qu'elle soit à l'avant-plan sur le plan diplomatique, c'est une bonne chose. Mais dans le choix, il y a des aspects qu'il faut faire. Parce que quand je prends les profils des gens qui ont été des secrétaires généraux de
de l'OIF. D'abord, c'était Boutros Ghali, qui était un éminent ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, et puis qui était devenu secrétaire général des Nations Unies. Et secrétaire général des Nations Unies, il devient le premier secrétaire général de l'Organisation internationale francophone. Mais je regarde, selon nos confrères de Jeunes Afrique, il y a deux noms qui sont sur la table du président, Denis Mukwege et Freddy Matungulu. Oui. Denis Mukwege, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut cibler un bon profil. Si vous parlez de profil, effectivement, moi je donne des noms. Ces gens-là ont la chance de pouvoir... Oui, moi je pense que ces deux profils-là, l'autre est prix Nobel la paix. Et donc, c'est un aspect important. Et l'autre aussi, Matungulu, c'est quand même un haut cadre dans le cadre du système des Nations Unies. Ce sont des personnalités. Et Matungulu a... C'est quoi le bon profil à votre avis, si vous devez choisir? Je ne peux pas me prononcer. C'est comme ça que je voulais d'abord décliner pour voir les autres profils qui ont existé. Pour voir à peu près. Parce que dans ce profil-là, il faut ajouter aussi, vous verrez, dans les gens qu'on avait pris, ils ont joué aussi un rôle sur le plan aussi politique au niveau du pays, dans les enjeux du pays. Et aujourd'hui, clairement, on sait que cette candidature, c'est une manière de c'est un pied de nez aussi au Rwanda. Hein, je suis d'accord avec l'idée de profil et tout, mais la RDC poursuit son offensive diplomatique en réclamant la tête, si je peux m'exprimer ainsi, de Mme Louise Mouchikuyabo. Derrière, c'est M. Kagame en vise. Donc, clairement, je suis d'accord avec vous, hein, le profil et consort, mais là, aujourd'hui, il faut l'homme pour apporter le siège. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces deux profils-là, un fait l'affaire pour permettre à la RDC qui sera vachement, je dirais, en fait, ça aurait quand même le mérite de la clarté parce que Kinshasa, première capitale francophone. Bien sûr, première capitale francophone, car l'île, et puis Mukwege est connu, prix Nobel. Donc, ce n'est pas la personne, c'est comment la personne va influencer, en fait, l'organisation pour que la RDC soit reconnue. C'est vrai, tu as raison de dire, en effet, que la RDC veut pousser son avantage jusqu'au bout, et la raison. 110 millions, quand même, la RDC, 115 millions d'habitants, Kinshasa, 18 millions d'habitants, par rapport à un petit pays comme le Rwanda. Alors, je vais sortir du schéma quantitatif. Pour voir quoi? Depuis qu'il y a eu ces problèmes de conflit, Mme Louise Mouchikuyabo n'est jamais intervenue, effectivement, a toujours protégé le Rwanda. C'est pas normal. Ancien ministre des Affaires étrangères. Ancien ministre des Affaires étrangères. Et donc, il est tout à fait normal que la RDC, à travers le prix Nobel, pousse son avantage jusqu'au bout, parce que c'est quand même un problème. Ça peut être paradoxal et mesquin. Comment un pays, d'abord c'est vrai qu'il était francophone au départ, le Rwanda est devenu maintenant anglophone, hein, on est d'accord, et qui prend la tête effectivement d'une organisation intergouvernementale. Mais c'est ça, Lucie, bon, je vais aller très vite avec vous. Alors, et donc il y a un problème. Ces élections, le doyen disait, il y a aussi les enjeux internationaux, il faut convaincre, les négociations d'arrêt cuisine, comme on dit. Ce qu'aujourd'hui la RDC est capable d'aller chercher des gens sur tout le continent africain. Et d'organiser. On a vu ce qui s'est passé avec M. Matoko au Congo-Brazzaville. Et bien entendu, chez nous, au Congo-Brazzaville, Échec cuisant pour son poste à l'UNESCO. Oui. OK, parce qu'il n'y a pas eu toute une organisation diplomatique. C'est peu plus tard aussi, il faut dire. D'accord, mais oui, d'accord. Mais c'est un problème réel. Et j'espère que géopolitiquement, stratégiquement, que la RDC va gagner, parce que attention, la RDC ne va pas remplacer le Rwanda. C'est le sommet des chefs d'État, effectivement, de la francophonie, qui nomme effectivement le secrétaire général. Bon, donc on peut parfaitement, la RDC... Il faut convaincre. Il faut mettre tous les moyens. Et qui peut? Est-ce que la RDC a les moyens de convaincre? Je peux vous donner un exemple. Oui, dites-nous. Je peux vous donner un exemple. On avait Henri Lopez, un ancien Premier ministre, qui sous-directeur général de l'UNESCO, longtemps ambassadeur à la France, qui était vraiment une personnalité qui pouvait être secrétaire général. Mais à 2 reprises, il a échoué. La France, de Diouf, même après avec Michael Jean, même avec Michael Jean, la Canadienne. Donc c'est pour dire quoi ici, il y a des enjeux, il y a surtout le jeu de coulisses, c'est-à-dire il faut que la RDC puisse jouer d'abord un grand jeu au niveau de l'Union africaine, avec les États de l'Union africaine. Si l'Union africaine approuve la candidature
la RDC avec le profil, surtout le profil de celui qui est présenté. Ils ne le feront pas, ils ne le feront pas. Donc voilà, je pense que... Et là, on pourrait avancer. Ce qu'il dit là, Oui. c'est politique géopolitique. À Hanoï, qu'est-ce qui s'est passé? Chirac est descendu, est venu voir le président Sassou en disant « Denis, tu retires ton candidat devant toutes les caméras du monde. » C'est pour ça qu'il n'a jamais été secrétaire de général. Henri Lopez, c'est ce qu'on fait c'est qui pour Henri Lopez. Oui, Henri Lopez, l'ancien ambassadeur du Congo. Un premier ministre aussi. Sous-directeur général à l'UNESCO, c'était quand même une personnalité. Je veux aussi apporter un éclairage là-dessus. Le doyen parle de... il faut gagner, en fait, grosso modo, la bataille du secret, tout simplement. Bon, rappelons déjà qu'il n'y a pas longtemps, le président Fathi a été reçu par le président Macron, reçu quasiment en pompe à l'Élysée. Je ne sais pas si c'est un allié. On ne sait pas ce qui s'est dit dans les coulisses. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut compter sur Macron. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre. La France est en train de perdre la bataille. Quand Villers-Cotterêts, il met oui, ça c'était. La crise n'avait pas encore cette ampleur. Aujourd'hui, la RDC s'est tournée vers les États-Unis. L'Union européenne et la France sont dans l'impasse aujourd'hui en RDC. Et donc, comme le doyen a dit, que c'est le président Chirac qui est venu dire au président Sassou Nguesso, bon, retire ton candidat, de rien à voir. Donc ça veut dire, quelque part, ça sous-entend que c'est la France qui... La France pèse dans le contexte actuel où la France veut quand même aussi peut-être garder une main ou un œil tout simplement sur ce qui se passe en RDC, surtout avoir son mot à dire. Et la ministre de la francophonie, Elona Kakaroa, française, est attendue actuellement à Kinshasa cette semaine. Très bien. Donc ce que je dis là, ce n'est pas des faussetés. Maintenant, je reviens sur le profil des personnes proposées. Bon, moi, le profil qui me plairait, c'est celui du docteur Denis Mukwege, prix Nobel dans une réputation mondiale. De la paix, parce qu'il faut savoir que dans le contexte actuel, la RDC a besoin que sa voix soit entendue dans toutes les instances internationales, dans toutes les instances. Et dans ce face-à-face avec le Rwanda, je pense que le docteur Denis Mukwege, qui, il faut le rappeler, pourquoi il a eu le prix Nobel de la paix, qui vit à l'Est, c'est lui qui réparait les femmes qui étaient violées. Il continue en contact direct avec les victimes. Il a toujours dénoncé l'agression rwandaise devant les Nations Unies, partout. Et c'est ce profil-là, dans le contexte actuel, dont la RDC a vraiment besoin. Est-ce qu'il a envie lui-même? Je rappelle qu'il voulait être président. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui me décourage un peu aussi dans cette histoire de l'OIF, en fait. Mais le Rwanda n'est pas profondément francophone. Mais je l'ai dit, oui, bien sûr. De là à continuer jusqu'à... C'est que j'ai parlé du mérite de la clarté. Si la RDC reprenait un peu le poste... Mais c'est logique. Parce qu'on ne comprend le plus grand pays francophone. Bien sûr. Mais maître, sans vous couper, le problème de Mme Louise Mushikiwabo, quand elle est arrivée en 2019, c'est un deal avec le Rwanda pour solder le problème du génocide Tutsi. Très bien. Vous avez vu que donc, si on gagne la bataille du secret, pour solder ce si on gagne, je dois parler de convaincre l'Union africaine. L'Union africaine n'a pas son mot à dire dans cette histoire. Mais non. Si on gagne la bataille du secret avec la France, oui, bien entendu, le candidat proposé par la RDC va remporter cette bataille. Moi, je ne comprends pas pourquoi un pays qui n'est pas profondément francophone puisse avoir 2 mandats et là bientôt 3e mandat. C'est qu'il y a une question d'intérêt qui est derrière. On se demande ce qu'elle a fait. Voilà, il y a une question d'intérêt. Il y a eu le problème de... Quel est le problème? Le problème, il est aussi des Tutsis et Hutus. Et donc, Kagame a toujours dit que la France était impliquée, était responsable. Et donc, pour solder le problème, on vous donne la francophonie. La francophonie. Pour un pays où vous allez au Rwanda, peut-être il n'y a que 2 personnes qui parlent français. Voilà. Oui, peut-être terminer mon doyen. Oui, non, moi je voulais insister, c'est une bonne chose que la RDC présente sa candidature, mais il faudrait, comme je l'ai dit, que nous puissions commencer maintenant à préparer une grande vision d'une nouvelle francophonie
africain du développement durable, il faut que la RDC, compte tenu des enjeux du développement au niveau des pays francophones, parce qu'il faut le dire, les pays francophones par rapport aux pays anglophones, nous sommes, par rapport au développement, il y a beaucoup d'enjeux. Moi, je pense qu'il faut que cette candidature aille de pair, la haute intelligence congolaise doit se mettre autour d'une table pour que nous puissions déjà construire la nouvelle vision d'une nouvelle francophonie africaine du développement durable. Et que nous pourrions présenter au Cambodge au mois de novembre. Merci. Et c'est ce qui pourrait appuyer et nous donner la facilité d'avoir un secrétaire général au niveau de l'organisation internationale. On le souhaite en tout cas pour la RDC. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Salutations au doyen à Guy Mafimba qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.